On va commencer. Euh, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Rénov Je m'appelle Mathieu Leduc. Je suis conseiller énergie référent copropriété à l'ALEC sud parisienne. Donc, l'ALEC qui est l'acronyme d'Agence locale de l'énergie et du climat. Nous sommes en charge d'accompagner un public divers et variés sur toutes les questions de transition énergétique, hein. Ce public, généralement, est constitué d'élus locaux, de professionnels, et puis aussi parfois de copropriétaires en bâtiment collectif ou en résidant en maison individuelle. Voilà, donc nous, les accompagnements que l'on propose, on les dispense sur l'ensemble de l'agglomération Grand Paris Sud et ses 23 communes. Et depuis le 1er janvier, l'agglomération Val-d'Ir-Val-de-Seine, pardon. Le sujet que je vous propose aujourd'hui, on va s'intéresser à un système de chauffage alternatif. Donc, le bois qui, on va le voir, présente justement des caractéristiques intéressantes et qui permet de se démarquer de d'autres énergies. Alors, pour commencer, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, hop là, je vais commencer par mettre en avant ce chiffre qui est issu du bilan énergétique de la France pour 2019, qui en fait concerne la consommation d'énergie à la fois du logement et la consommation d'énergie liée à la mobilité pour se déplacer. Donc, entre 2019 et 2018, il est dit qu'un ménage français a payé en moyenne 3 140 euros pour consommer de l'énergie. Au sein de ce budget, si on cherche à zoomer un petit peu, on retrouve grosso modo une part liée à la consommation d'énergie du logement et puis une autre part liée à la consommation en carburant. Cette consommation d'énergie liée au logement, elle est présente dans une proportion un peu plus importante que celle liée au carburant, à savoir qu'on est sur un ratio 51-49 à peu près, pour cent. Ce que je veux vous dire, hein, c'est que sur ce budget-là, les ménages français ont payé en moyenne leur énergie, entre 2019 et 2018 donc, ont payé en moyenne leur énergie 2,3% plus cher que les autres années, et que cette hausse justement est imputable non seulement à l'énergie du logement, donc voilà, c'est propre aux caractéristiques même du logement qui, en fonction de sa vétusté, de pas mal de paramètres, peuvent l'amener à surconsommer. Voilà. Et le deuxième paramètre, le deuxième facteur qui peut expliquer cette hausse, c'est la hausse elle-même du prix de l'énergie résidentielle qui est portée notamment par l'électricité et le gaz. Voilà, qui sont les deux principales formes d'énergie qu'on peut trouver dans les logements. Et puis, on peut aussi évoquer le fuel, qui est une énergie pas mal présente aussi en Île-de-France et qui permet d'alimenter 4500 copropriétés encore, uniquement sur le périmètre Île-de-France, et à peu près 3,5 millions de logements en France. Voilà. Donc, ça reste encore des proportions importantes. Donc, voilà. Et puis, pour finir sur ce chiffre, vous dire simplement que sur cette année 2019-2018, le budget énergie a représenté 9% du budget total des ménages, un budget donc, qui est en augmentation par rapport aux années précédentes qui, elles, on était plutôt sur 8%. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le budget énergie augmente et qu'effectivement, des réflexions s'imposent de plus en plus pour contrecarrer un petit peu cette hausse. Alors, au niveau justement de l'évolution du coût de ces énergies, si on reprend la décennie la dernière décennie, on observe que notre électricité, sans grande surprise malheureusement, a pas mal augmenté, hein, donc globalement plus 50% hein, sur les 10 dernières années, ce qui est un peu paradoxal, je vous l'accorde, puisque initialement
à l'issue de l'ouverture des marchés, de libéralisation du marché de l'énergie en 2007, le gouvernement nous avait expliqué qu'on devrait s'y retrouver avec un panel de concurrents qui permettrait de tirer vers le bas les prix, ce qui malheureusement n'a pas été le cas, hein. On le voit aujourd'hui dans les faits. Et puis, on constate aussi donc sur les courbes aux couleurs respectives rouge et verte, donc le fuel et le gaz, deux autres énergies qui se caractérisent par une certaine forme d'incertitude, pardon, et qui, pareil, laissent planer un peu le doute pour les copropriétés, à savoir combien elles vont être amenées à payer l'année suivante ou dans 2 ans, parce que justement, la particularité du fuel est que cette énergie est indexée sur le cours du pétrole et que ce cours-là, justement, est influencé par pas mal d'éléments exogènes et qu'il n'est pas forcément possible de prévoir en avance. Voilà. Donc, face à ce constat, on a une énergie qui arrive à tirer son épingle du jeu, toujours sur cette décennie-là, et on le voit sur notre courbe en gris, c'est le bois, tout simplement. Le bois qui est une énergie dont le prix, le coût au kilowattheure PCI est resté le plus stable, hein, sur ces 10 dernières années, et qui offre de fait un avantage économique. Alors, le bois ou la biomasse, comme vous l'avez peut-être déjà entendu parler, la biomasse, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un ensemble de matières organiques qui peuvent se transformer en énergie. Ces matières organiques, elles peuvent prendre deux formes. Elles peuvent être soit d'origine végétale, soit animale. Au niveau justement de leur forme, on peut avoir ce qu'on appelle de la biomasse solide, qui est présente par le biais de granulés de bois, de plaquettes forestières ou encore ce qu'on appelle le miscanthus, la nasse de lin, par exemple. On peut en avoir sous forme liquide ou bien gazeuse, notamment pour produire du biogaz grâce aux effluents d'élevage. Et puis, bien sûr, ce qui fait tout son intérêt à la biomasse aujourd'hui, c'est qu'elle vous permet de produire de la chaleur, tout simplement. Dans certains cas aussi de l'électricité, voire des biocarburants. Elle est également une alternative économique et écologique. Économique parce qu'elle vous permet, en tant que copropriétaire, de pouvoir davantage maîtriser les charges liées au chauffage, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres énergies, et j'entends par là le fuel, entre autres, de par justement la volatilité de son coût. Et puis enfin, la biomasse, l'un de ses avantages, c'est que d'un point de vue financier, elle peut s'inscrire dans un projet de rénovation globale et qui peut englober non seulement des aides à la rénovation pour cette rénovation, mais également pour certains dispositifs locaux, en l'occurrence, des bonus spécifiques si vous délaissez votre ancien système de chauffage gaz-fuel pour de la biomasse. Voilà. Donc, on a aussi des politiques locales qui se veulent incitatives et qui rendent encore un peu plus le chauffage bois, l'usage du chauffage bois pertinent. Voilà. En parlant de rénovation globale, je fais une brève parenthèse sur ce à quoi ça peut ressembler si vous envisagez éventuellement de vous lancer dans une rénovation de votre copropriété. On a voilà un peu le rendu qu'on peut avoir. Ici, c'est le cas d'une copropriété qu'on a accompagnée du côté du Coudray-Monceau, donc sur notre agglomération. Et typiquement, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on peut espérer attendre lorsqu'on fait de la rénovation, une rénovation globale. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut obtenir. Les autres avantages, ils sont multiples, hein. L'idée derrière, c'est quand vous rénovez, quand vous changez votre système de chauffage, c'est de gagner en confort, c'est de gagner en performance, de réduire votre facture énergétique. C'est également valoriser plus largement votre immeuble qui va pouvoir prendre de la valeur. On va appeler ça, dans ce cas-là, on va appeler cette notion la valeur verte.
Et puis, l'idée aussi, c'est qu'à travers ce projet de rénovation globale, vous allez pouvoir ce qu'on appelle mutualiser les coûts et réaliser vos travaux en un temps réduit. Voilà, donc un certain nombre d'avantages qu'on peut avoir à incorporer ces travaux, je dirais, dans un package qui vous permet de les réaliser dans un temps, limité. Euh, donc, on a déjà quelques notions ensemble donc économiques sur ce que peut représenter le recours au chauffage bois. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de répondre aux questions comment finance-t-on ce projet, ce type de projet? Quelles sont les conditions à réunir pour déployer un tel système? Quels sont les retours d'expérience? Et pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Dos Santos, qui est ingénieur d'affaires de la société Agroénergie et qui va vous parler et mettre en avant quelques exemples concrets de projets de conversion de chauffage fuel et gaz, et vous parler également voilà, des financements qui peuvent être mis en place, des retours sur investissement également qui peuvent être attendus. Thomas, je te laisse la parole. Yes, merci. Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer en présentant Agroénergie. Agroénergie, c'est une jeune PME qui a moins de 10 ans d'expérience, d'existence, qui est basée à Paris et à Orléans, ainsi que dans le 77, et dont la vocation est de fournir une chaleur la plus décarbonée possible à des ensembles, des bâtiments de logement, des bâtiments donc, résidentiels, tertiaires. On chauffe également des piscines, mais bon, ce n'est pas l'objet du webinaire de ce soir. On est 30 personnes et principalement des cols bleus. Donc, on a nos compagnons qui sont en CDI chez nous, hein, des tuyauteurs, des soudeurs, des électriciens et puis des techniciens d'exploitation pour fournir un service clé en main qui va de la conception à l'exploitation en passant par les travaux de construction de chaufferie et d'aménagement d'aménagement hydraulique au sein de la chaufferie. Mathieu, est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Voilà, donc on voit hein, les trois briques métiers qu'on a, conception, installation, exploitation. L'idée, c'est que nos interlocuteurs, qui soient promoteurs et aménageurs sur des programmes neufs ou copropriétés, quand on s'adresse à de l'existant, hein, ce qui est le cas ce soir, que finalement, nos clients n'aient qu'un seul interlocuteur et que ce soit la même personne qui les aide au début de la réflexion, mais aussi 5 ans après que la chaufferie ait été mise en service et qu'on est vraiment en phase d'exploitation et qu'il faut gérer les problématiques du quotidien. Donc voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est ce financement-là qu'on propose avec la conception. Effectivement, sur les projets d'énergie renouvelable, on a quand même un billet d'entrée généralement qui n'est pas anodin à mettre hein, sur la table pour se doter d'une énergie renouvelable, alors qu'on soit en chaleur, en électricité, en gazéification, tout ce qu'on veut. Et donc, nous, on s'est rendu compte très vite au début de notre naissance que si on ne proposait pas de financer le projet à la place de nos clients, finalement, on ferait très peu de projets parce qu'il y a peu de nos clients qui ont le budget. Alors, comment ça fonctionne de manière très schématique hein. Quand on finance le projet, on le finance sur une durée donnée et c'est derrière, lors de la vente du mégawattheure, qu'on va avoir une part dans le mégawattheure qui est liée à l'amortissement du financement. Donc, en gros, je vous dis une bêtise, le mégawattheure, il coûte 60 € en temps normal. Si on a financé, il coûtera peut-être 70 € puisqu'on a besoin d'amortir le financement sur une période donnée. Alors, nos financements, généralement, les durées de financement, ça va de 8 ans à une vingtaine d'années pour les très gros projets. L'enjeu est de permettre aux clients très vite de savoir à quoi il va s'en tenir en termes de fonctionnement, en termes de dimensionnement de l'installation, mais aussi en termes de coût de la chaleur sur les X années à venir. Voilà, alors, quand on est sollicité sur un projet biomasse, la première question à se poser, Mathieu, est-ce que tu peux…
Ah ouais, je ne m'attendais pas à ce slide-là. On va encore avancer, puis Ouais, on reviendra juste après pas de dessus. souci. Celle-là? Merci. Ouais. Yes, nickel. La première question à se poser, c'est la question du gisement à proximité. Quel gisement on a à proximité? En France, aujourd'hui, la biomasse principalement utilisée, comme le disait Mathieu, hein, c'est le bois. Alors, il y a deux grands types de bois énergie qu'on utilise. C'est le granulé de bois qu'on va utiliser plutôt sur des petits projets, plutôt urbains, où on a peu d'espace de stockage. On a généralement aussi peu de consommation, donc c'est une énergie qui est assez dense, donc plus facile à stocker, qui demande moins d'espace de stockage. On l'appelle aussi pelette ou granulat. Enfin, bon, il y a plusieurs termes, mais en gros, c'est du bois qui est densifié et qui prend la forme soit de billes, soit de petits cylindres qui font 1 à 2 cm de long. Et l'autre grand type de bois énergie, c'est la plaquette forestière qu'on réserve plutôt aux projets ruraux ou périurbains et qu'on va avoir sur des écoquartiers ou des villes. C'est un combustible qui est un peu moins cher, mais qui est plus difficile à stocker, qui demande beaucoup plus d'espace. Et donc, il faut généralement réfléchir à l'échelle d'un écoquartier pour stocker ce combustible-là, quoi. Donc, en gros, la grande question, c'est le gisement disponible et puis les contraintes de livraison sur place, puisque, en gros, la biomasse, quelle qu'elle soit, hein, elle se livre généralement avec soit des camions souffleurs, c'est ce que vous avez sur le schéma là, soit avec des smear-morgues FMA, fonds mouvants, où en gros, c'est un smear-morgue de 90 mètres cubes qui vient livrer le combustible, allez, peut-être une vingtaine à une trentaine de fois dans l'année. Donc c'est pas anodin et c'est des interrogations auxquelles il faut répondre très, très tôt dans la genèse du projet parce qu'il y a plein de fois où on a été sollicité où en gros, le camion n'avait pas la place de passer et puis tout bêtement, le projet ne peut pas se faire même si tous les autres paramètres sont ouverts, quoi. Donc voilà, sur le schéma, vous voyez hein, comment ça se passe. On essaye d'être le plus circulaire possible dans notre activité avec un gisement le plus local possible, qu'on soit en plaquette forestière ou en granulé de bois. On a un espace de stockage au sein du bâtiment. Alors, c'est généralement au sous-sol, au niveau des places de parking quand il y en a, sinon au rez-de-chaussée, mais au sous-sol qu'on implante et la chaufferie et le local de stockage, le silo de stockage de la biomasse. Et les chaudières, un peu comme une chaudière collective au fuel ou au gaz, permettent de répondre aux besoins de, de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Et derrière, les cendres générées par la combustion, elles sont reprises hein, par nos techniciens d'exploitation, ça fait partie de notre travail. Et une partie part en compost et l'autre est utilisée directement par des agriculteurs qui s'en servent pour fertiliser leur sol. Voilà. Alors, on essaye de rester dans une logique circulaire une fois encore et puis de valoriser tout ce qui peut l'être. Voilà, alors, économiquement, et là, on va pouvoir revenir au slide précédent, euh, la grande différence de la biomasse enfin, et du prix aussi d'agroénergie, mais plus généralement de la biomasse par rapport aux autres énergies en termes de chaleur, c'est la stabilité. Il y a deux facteurs qui expliquent la stabilité. Le premier, c'est que on est sur un combustible qui est local. Alors, quand je dis local, hein, qu'on s'entende, hein, ça ne viendra pas forcément de la forêt que vous voyez de votre fenêtre, mais euh, à l'échelle d'énergie, bon, c'est quand même assez local. Nous, voilà, concrètement, sur la plaquette forestière, on se fournit à 100 km maximum de nos chaufferies. Et sur le granulé de bois, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a moins de producteurs. On va à 200 km maximum autour de la chaufferie. Donc, c'est très local par rapport à du gaz ou du pétrole qu'on va chercher souvent au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud. Bref. Donc, ce caractère local, ça participe à la stabilité puisque il n'y a pas enfin, les fluctuations boursières qu'on peut avoir sur le gaz ou sur le fuel, on ne les retrouve pas sur le bois. Euh,
Et le deuxième facteur de stabilité, c'est que la biomasse n'a pas de taxe carbone. Elle n'est pas taxée, il n'y a pas de taxe intérieure sur la biomasse, alors qu'elle est présente, et c'est bien normal, sur les combustibles fossiles. Et cette taxe carbone-là, elle représente aujourd'hui 9% du prix de la molécule de gaz. Et dans plusieurs pays européens, elle évolue. En France, il était question qu'elle prenne 5% par an sur les 5 prochaines années. Bon, avec les mouvements sociaux de 2019, ça a été mis en stand-by. Il y a des chances pour qu'elle revienne ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est pour le bois, à l'inverse, on sait qu'il n'y aura pas qu'elle n'impacte pas. Euh, voilà, donc ça, c'est à prendre en compte, surtout quand on se projette sur le moyen terme, hein, sur des projets sur 10, 15 ans, 20 ans. Chaufferie biomasse, ça a entre 20 et 30 ans de durée de vie. Donc, ça permet de se projeter un peu plus facilement que sur une chaufferie gaz où, en fait, ça évolue, ça peut baisser, ça peut monter, on ne sait pas, ça dépend de critères complètement extérieurs que personne ne sait prédire. Donc voilà, c'est important à mettre en avant. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse, je crois que j'ai tout dit sur Agronergie, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais ce que je veux, ouais, c'est qu'on s'intéresse à deux cas de figure concrets, de rénovation de chaufferie sur des copropriétés. Alors, le cas numéro un que vous voyez là, c'est un cas qui a une copropriété chauffée au fioul actuellement dans Paris, qui se pose la question de savoir comment, comment remplacer ces vieilles chaudières qui tournent encore mais qui montrent quand même des signes de faiblesse, qui polluent, dont l'entretien est assez coûteux et l'énergie elle-même coûteuse, hein, puisque le fuel c'est quand même assez cher. Et donc voilà, c'est un cas d'étude assez intéressant puisqu'on a quand même pas mal de copropriétés d'une taille un peu similaire qui nous sollicitent. Là, on a affaire à 15 logements, une copropriété qui date des années 70, et on a une consommation de 250 MWh annuelle pour une facture annuelle de 34 000 euros TTC de la chaleur. Donc, c'est pas rien, hein, ça correspond, comme vous le voyez, à plus de 2 000 euros de facture de chaleur par logement. Alors, on a travaillé avec la copropriété, on a répondu aux premières questions qu'on s'est posées, hein, comme je vous ai présenté, gisement local, contraintes de livraison. Alors, vu la taille des locaux techniques, il n'y a que le granulé de bois qui est envisageable. La rue que vous voyez, elle rend possible la livraison au granulé de bois. De manière générale, s'il y a un camion qui livre du fuel peut passer, un camion souffleur au granulé de bois peut passer également. Et on sait travailler assez localement puisqu'on a un producteur de granulés à moins de 150 km. Donc, à partir de là, techniquement, on sait travailler. D'autre part, l'espace de stockage de la soute à mazout, nous, il est bien utile puisque en déposant cette cuve fuel, on s'en sert de local de stockage de notre granulé. Et donc, alors ça va être un peu technique, mais je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais si on passe au slide suivant, on peut voir le plan d'implantation qu'on a fait. Alors, avec le silo en bas du schéma, le silo de stockage, et puis en gros, des systèmes automatiques qui permettent d'amener le granulé jusqu'aux chaudières biomasse qui sont en remplacement des chaudières fuel. Alors, une fois qu'on a dit ça, on s'intéresse, une fois que techniquement c'est à peu près calé, on s'intéresse au coût de la solution, de la transition, et de savoir si il y a un intérêt pour la copropriété ou pas. Et il se trouve que malheureusement pour nous, il n'y a pas vraiment d'intérêt économique. Pourquoi? Le coût des travaux
il est ressorti là sur cette projection donc c'est un projet qu'on n'a pas encore fait. C'est toujours en étude et en réflexion chez la copropriété. Mais néanmoins, il y a quand même un frein, c'est l'investissement de départ. Si on passe au slide suivant, on voit que l'investissement, il n'est pas anodin, il est de 91 000 euros. Voilà, pour 15 logements, c'est assez délicat. Et, donc, c'est 91 000 euros hein, après subvention publique. Il faut savoir que sur tout projet de rénovation à la biomasse, vous disposez d'aides publiques qui sont portées soit par l'ADEME et le Fonds Chaleur sur les très, très gros projets, soit par la région, soit par le département pour les plus petits projets, qui représentent à peu près un tiers du coût total des travaux. Donc là, et Agroénergie se propose d'aller chercher les aides à la place des clients ou en tout cas de les accompagner pour les obtenir s'ils préfèrent les obtenir eux-mêmes. Après déduction des subventions publiques, là on est sur un investissement à 91 000 euros et une facture annuelle qui passe de 34 000 euros à 27 000 euros. Vous voyez qu'annuellement, le logement moyen, il va gagner 450 euros. Et donc, on se rend compte que le retour sur investissement, il est assez long, il est de 13 ans. Donc, à moins qu'il y ait une volonté extrêmement forte d'être sur une chaleur décarbonée, il y a quand même peu de chances que sur le simple critère économique, la copropriété puisse se doter d'une chaufferie biomasse. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous proposez du financement. Certes, on pourrait leur proposer de financer à leur place ces 91 000 euros. Sauf que cette fois, la facture annuelle de chaleur, elle serait peut-être plus à 27 000 euros, mais elle serait à 30, 32, 33, 34 000 euros. Et finalement, on aurait le même coût qu'auparavant quand ils étaient en fio. Donc, ce n'est pas forcément non plus avantageux. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que même quand c'est faisable, même quand c'est techniquement faisable, tous les projets sont pas bien, enfin toutes les copropriétés, à moins d'avoir un budget énorme, hein, n'ont pas une pertinence à passer en biomasse. Et nous, alors avec l'expérience, ce qu'on a vu, c'est que pour de l'ancien, hein, c'est différent dans du neuf, mais pour de l'ancien, en dessous de 20 voire 25 logements, c'est très difficile d'avoir un gain économique conséquent sur la biomasse. Voilà. Donc, voilà, peut-être que vous faites partie d'une copropriété de 10 logements et que ça vous intéresse d'être chauffé au granulé, on vous accueillera à bras ouverts, bien entendu, mais il ne faudra pas s'attendre à un gain important et il faudra plutôt s'attendre à l'inverse. Voilà. Si on passe au cas d'étude numéro 2, donc là, on est sur un tout autre type de projet. Vous voyez, 350 logements sociaux. Pareil, hein, des immeubles des années 70, dans le 77 à Lizy-sur-Ourcq. Et en fait, il s'agit là d'un ensemble de bâtiments gérés par un bailleur social, mais chaque bâtiment a sa propre chaufferie collective gaz. Là encore, des installations assez vieillissantes et une facture annuelle totale de 250 000 euros de TTC de chaleur. Alors là, quand on raisonne sur cette échelle-là, on peut plus envisager de la plaquette forestière puisqu'on a beaucoup plus d'espace à notre disposition. On peut créer un bâtiment pour la chaufferie et on peut stocker, voilà, le volume de stockage de la plaquette forestière, c'est autour de 200 mètres cubes. Généralement, c'est enterré, hein, c'est un silo enterré. Et là, en gros, après quelques analyses, on a identifié
un endroit qui était propice à l'implantation de sa chaufferie et de son local. C'est un projet qu'on a récemment gagné et un des grands enjeux, c'était forcément, au-delà du verdissement de la chaleur, c'était diminution de la facture de chaleur. Et en fait, ce qui ressort, c'est que quand on dépose le gaz et qu'on arrête de chauffer au gaz pour se chauffer à la plaquette forestière, la facture annuelle, elle passe non plus de 250 000, mais de 200 000 euros. Donc, il y a quand même un gain substantiel de 20% à peu près d'économie pas d'économie d'énergie, mais d'économie de coût sur l'énergie. Et en gros, là, l'idée, c'est de faire une chaufferie biomasse centrale, plaquette forestière, et de faire un petit réseau de chaleur qui va desservir l'ensemble des bâtiments. Donc, vous avez un réseau enterré et puis de l'eau chaude qui passe dans ce réseau et qui va se connecter au local technique de chaque bâtiment. Et donc, là, contrairement au cas d'étude numéro 1, les gains étaient tellement importants qu'on a proposé aux clients de financer les travaux à sa place. Et ce 200 000 euros-là de facture annuelle dont je vous parle, il est en prenant en compte l'amortissement du financement qu'on a réalisé. Alors, Mathieu, est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Oui. Merci. Voilà, donc vous voyez cette superbe chaufferie qui est apparue en verru de l'immeuble là. Donc voilà, c'est une chaufferie à plaquette forestière. Donc vous voyez, hein, c'est pas anodin. On est sur 5 mètres de hauteur, près de 100 mètres carrés de surface pour la chaufferie. Tout ça pour dire on peut pas la mettre on peut pas trouver une implantation possible sur tous les projets. Mais voilà, on a pu financer l'intégralité du projet, passer sur un taux de couverture biomasse de 80%, c'est-à-dire qu'il y a quelques chaudières gaz qu'on va conserver sur le projet et qui vont servir en appoint en secours, c'est-à-dire soit quand il fera très très froid, où là on va avoir la biomasse et le gaz qui fonctionnent en même temps, soit quand nous on intervient sur la chaudière biomasse, sur des maintenances programmées. On va avoir le gaz qui va être là, qui va être en secours. Et quand on dit taux de couverture de 80% en biomasse, c'est-à-dire que la chaudière biomasse tourne à 80% du temps et la chaudière gaz que 20% du temps. Ça permet quand même de réduire drastiquement les émissions de carbone. Je fais une parenthèse. Sur bon nombre de projets, on préconise le recours à de la biénergie, c'est-à-dire qu'on va installer aussi bien une chaudière gaz qu'une chaudière biomasse, et par contre, on va s'engager sur un taux de fonctionnement ou un taux de couverture de 70, 80, 90% en biomasse. Et le prix sera dimensionné sur cet équilibre-là, 20% de gaz, 80% de biomasse. Donc derrière, même si nous, on fait moins de parts biomasse, tant pis pour nous, la perte est chez Agronergie. Bref, je referme la parenthèse. Voilà ce que je voulais dire sur ce projet-là. Donc, c'est un projet qu'on va commencer on va commencer à mettre le premier coup de pelle dans un mois. Et c'est un projet la construction va durer 5 mois environ. Donc là, pour la prochaine saison de chauffe, en octobre, on va pouvoir chauffer avec une chaleur qui est vertueuse, plus locale, moins chère. Voilà. On peut passer au slide suivant. Donc voilà ce que je vous disais, hein. Là, c'est écrit. On est quand même passé d'une facture annuelle par logement de 690 à 570 euros TTC. Et puis Boris Johnson, c'est très bien, il a gagné effectivement la deuxième manche, la première il avait perdu. Maintenant, c'est à la fin de la fois. Hop, c'est bon, je récupère. Oui.
C'est bon, Je ça va couper. récupère la main. J'ai été coupé par Boris Johnson. Voilà, donc au-delà bien sûr, du gain économique qui est quand même voilà, qui est important, on a des installations neuves alors que les installations avant étaient vieillissantes. On a beaucoup moins d'émissions de carbone, on gagne. Entre la biomasse et le gaz, il y a un rapport de 1 à 6 en termes d'émissions de carbone. C'est-à-dire que la biomasse rejette à mégawattheure consommé égal, on rejette 6 fois moins de carbone en biomasse qu'en gaz, en prenant en compte les livraisons, les camions, les rotations, etc. Donc voilà, on est là sur un projet dont on est content et qui est quand même assez facilement réplicable puisqu'il y a un gain économique dès l'année 1 et on travaille avec du bois français et on donne les cendres issues de la combustion aux agriculteurs autour de la ville. Donc, voilà, quand même, il y a peu de motifs d'insatisfaction du projet. Voilà. Pour la plaquette forestière, donc, ce qu'on peut voir, hein, c'est que le gain économique, il est quand même plus facile à trouver que pour le granulé de bois. Par contre, ça demande plus de place, hein, ce qu'on voit sur ce projet. Et ce n'est pas toujours évident d'insérer une chaufferie biomasse, le conduit de fumée, le silo de stockage. Alors, ce qui est prévu sur ce projet-là, c'est que les économies financières générées par le changement d'énergie, elles vont permettre au bailleur social d'épargner un peu en vue d'autres travaux de rénovation, typiquement des isolations par extérieur, qui vont permettre de consommer moins de mégawattheures. Vous voyez qu'on rentre comme ça dans un cycle vertueux d'économie d'énergie, d'économie de carbone et d'économie finalement financière. Voilà, alors je vais un peu ressortir de ces deux cas de figure pour vous dire que finalement le plus simple quand vous réfléchissez à une conversion à la biomasse, c'est qu'on puisse vous accompagner et on le fait en vous demandant assez peu de données d'entrée finalement. Mathieu, est-ce que tu peux avancer? Ouais. On vous demande finalement assez peu de choses. C'est vos factures historiques sur 1, 2, 3 années glissantes, peu importe, d'énergie pour savoir ce que votre bâtiment consomme en termes de chauffage et puis d'eau chaude sanitaire. Et à partir de là, nous, très vite, on est capable de vous dire de quelle place on aurait besoin dans vos locaux techniques pour mettre une installation biomasse, savoir très vite si oui ou non techniquement c'est faisable. Et on s'engage très rapidement sur le montant total des travaux, la subvention publique qu'on est capable d'aller chercher, du coup le reste à financer, et puis derrière le coût de la chaleur en fonction de si on a financé à 50%, à 100%, si on n'a pas financé. Et ça vous permet de vous réunir au sein soit du conseil syndical, soit de toute la copropriété, et puis de savoir ce à quoi ça correspondrait concrètement d'aller sur de la biomasse demain, quoi. Et donc ça, c'est le slide suivant. En gros, on vous dit très vite, une fois qu'on a fini les travaux, vos charges de chaleur, de combien elles sont. Alors, la partie liée à la consommation, elles sont vraiment, fonction, en gros, en janvier, vous allez beaucoup plus consommer normal qu'en juillet. Mais ça ne va pas varier selon qu'on a ou pas financé. Par contre, l'abonnement fixe, lui, il varie. Dans l'abonnement fixe, on retrouve notre travail d'exploitant, donc l'entretien et la maintenance de la chaufferie. Et quand on a financé, l'amortissement du financement. Donc en gros,
quand on ne finance pas, l'abonnement fixe, il est minimum. Et quand on finance à 100%, l'abonnement fixe, il est maximum, puisque c'est là qu'on va retrouver l'amortissement du financement qui est le plus élevé. Voilà, alors je vous ai donné beaucoup d'informations. J'essaie d'être assez rapide. J'espère que c'était quand même clair. Mais voilà, on va essayer de clarifier en faisant parler un des usagers du service Agroénergie, qui est Alain Duflo. Et puis je reste bien sûr disponible pour les questions par la suite. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci Thomas. Je vais donner la parole tout de suite à Monsieur Duflo directement. Je vais activer son micro. Alors, Monsieur Duflo, est-ce que vous nous entendez? Je viens de l'activer. Hein. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, génial. Vous pouvez y aller. Il est 18h45. On peut se donner 5-7 bonnes minutes. Et puis ensuite, on prendra les quelques questions par la suite, si ça vous va. D'accord. Bon, merci à tous et bonjour à tous. Je vais essayer d'être concis. Moi, ma démarche était un peu différente. Je me suis inscrit dans un programme immobilier et il y avait déjà la biomasse. Il devait aussi installer des panneaux solaires pour chauffer le sanitaire. Les panneaux solaires n'ont pas été mis en place. Bon, on a gardé la biomasse et ce que vous avez décrit, je me retrouve totalement dans la description des coûts. Donc, je présentais succinctement la résidence. C'est une petite résidence de 64 appartements avec 4 chaudières en sous-sol en type pelmatique, c'est-à-dire des pelés, comme les Anglais l'appellent. C'est des petites chauffages avec des petits granulés. La puissance est de 224 kW. Ces chaudières valent à peu près 25 000 €, donc il faut un investissement de 100 000 € pour avoir une bonne chaufferie. Ces chaudières sont alimentées par 2 silos. Donc les chaudières sont au premier sous-sol du parking et les silos sont en deuxième sous-sol. Et les pelés montent par une vis sans fin dans les chaudières. Donc voilà pour la description. Par contre, au passage, pour entretenir ces chaudières, il faut trouver des personnes qui connaissent la biomasse, telle que Agroénergie, sinon ça ne marche pas. On ne s'improvise pas chauffagiste en biomasse du jour au lendemain. Il y a toute une gamme d'entretien à connaître. Et on appelle ça le plan de maintenance préventive ou dans le jargon des fournisseurs, ça s'appelle une gamme de maintenance. Donc, il y a quand même un entretien régulier à faire. Si on ne le fait pas, les chaudières sont encrassées, ils produisent une chaleur médiocre et on est en dessous des coûts. Donc, encore faut-il, lorsqu'on dépense quelque chose, de bien mesurer la destination des coûts. Au départ, quand j'ai pris la présidence de cette résidence en conseil syndical, je me suis aperçu que les coûts n'avaient pas de destination. Donc, on disait qu'on dépensait à peu près par appartement 800 €. On ne savait pas à quoi ça correspondait. Les achats de granulés, est-ce qu'ils étaient destinés au chauffage, destinés au sanitaire, etc. Donc,
il faut travailler en partenariat. Donc, on a travaillé avec le syndic et surtout avec Agroénergie qui nous a donné les solutions pour bien voir ce qu'on dépensait. Donc, l'entretien. L'entretien, il faut savoir ce qu'on dépense. Donc, cette année, on a dépensé 9 000 euros. C'est dommage, je ne savais pas, j'aurais pu faire des slides, ça aurait été beaucoup plus compréhensible. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, on vous entend très bien. Oui, c'est super clair. D'accord. Donc, on a dépensé 9 900 euros en gros d'entretien. Quand on le reporte cette somme par appartement, eh bien, ce n'est pas très cher. Et encore cette année, bon, le réseau de chauffage a 9 ans, donc il faut faire quand même quelques travaux, changer quelques pièces. On se retrouve à 164 euros par appartement. Quand vous comparez quand un appartement a un entretien, un contrat d'entretien pour un appareil de chauffage, bon, la moyenne, c'est à peu près 120 à 130 euros de contrat d'entretien. Là, vous avez 164 euros pour toute la maintenance et le changement des pièces. Vous voyez, donc on est bien dans un budget très cohérent. Ensuite, l'alimentation des pelés, on dépense à peu près 100 à 110 tonnes de granulés, qui représentent en gros 30 000 euros. Donc, on a évalué cette dépense sur 2 critères. On a dit qu'il y avait, par rapport à la consommation du sanitaire, c'était 1/3 et 2/3 pour le chauffage. Donc, il y a 10 000 euros en gros qui partent vers le sanitaire et 20 000 euros pour le chauffage. Pourquoi on a déterminé 10 000 euros? Parce que 10 000 euros, parce qu'on a installé avec Agroénergie des compteurs calorifiques et des compteurs de consommation d'eau chaude. En gros, l'eau chauffée, ça vaut 4,50 €. C'est pour ça qu'on a déterminé par rapport à l'eau consommée qu'il y avait 10 000 euros de sanitaire. Donc, il reste 20 000 euros pour chauffer toute la résidence. Quand on le ramène, vous allez être surpris, quand on le ramène à un appartement, parce qu'on n'a pas eu d'investissement de chaudière, etc., parce que c'est du neuf, nous avons pour un appartement qui chauffe entre 19 et 20 degrés, 434 euros, non, 415 euros de chauffage à l'année. Vous voyez que c'est vraiment pas cher. Et lorsqu'on passe à 20-21 degrés, donc on consomme à peu près 6 à 8% de plus, on est à 434 euros de dépenses par an. Alors que si vous étiez au fioul ou au gaz, pour des surfaces à peu près 50 à 60 mètres carrés, vous serez largement à 600 voire 650 euros. Donc voilà. Au niveau des livraisons, ça se fait dans la journée. Ce sont des camions souffleurs, ça ne fait pas de bruit. En plus, la biomasse, c'est quelque chose de propre. Donc, l'ensemble des résidents sont très satisfaits et ils m'ont demandé de passer un message, de remercier les conseils et la maintenance d'Agroénergie. Donc voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Alors, merci de votre intervention, Monsieur Duflot. Je reprends la main. Oui, sur les questions moi que j'avais notées, on en a vu une en l'occurrence qui consistait à vous demander les freins que vous avez rencontrés au départ dans la mise en place de ce projet éventuel, des freins éventuels. Peut-être que ça s'est très bien passé, mais dans le cas, voilà, comment ce projet de mettre en place une chaudière biomasse est né dans votre résidence et quels ont été voilà, les freins rencontrés? Alors, bon,
beaucoup de résidents étaient persuadés qu'il fallait une énergie propre et quelque chose qui était bon pour la planète, pour moins consommer. Donc ça, c'était une bonne chose. Mhm. Les freins, il n'y en a pas eu trop. Par contre, on a essuyé deux PME qui étaient incapables de gérer nos chaudières. Et ça, au début, on avait été très déçus et on se demandait comment on allait faire pour s'en sortir. On était souvent en panne au départ, donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir un vrai professionnel. Donc, on s'est tourné vers le constructeur et on a appris que bon, il y avait une PME qui donnait toute satisfaction et c'est comme ça qu'on est arrivé vers vous. Hein. On a fait appel à vous, on vous a demandé une offre qui correspondait complètement à nos attentes. Alors, enfin, j'interviens pour donner un peu de détails hein, à ceux qui nous écoutent. On n'est pas, alors nous, Agronergie, on n'est pas constructeur. On construit pas de chaudières biomasse. Notre rôle à nous, c'est de les choisir par rapport à une typologie de besoins donnés et enfin, de les installer et de les entretenir. C'est pour ça que quand M. Duflot parle du constructeur, il parle du chaudiériste qui est pas, enfin, qui fait pas partie d'Agronergie, quoi. C'est Ocofen, c'est des chaudières qu'on a tendance à préconiser sur une certaine gamme de puissance. Et alors aujourd'hui, nous, dans le parc Agronergie, on doit avoir une demi-douzaine de chaudières représentées, dont celle de Louvre, justement, des Ocofen Pelmatic. Voilà. Tout à fait ça. D'accord. Une autre question, toujours pour monsieur Duflot. À quelle majorité avez-vous voté ce projet de travaux? En fait, la démarche n'était pas au niveau du vote, c'était au niveau de l'achat. D'accord. On recherchait un promoteur hein, Mhm. euh, qui avait un programme de construction, hein, 64 habitations, avec une proposition d'installation d'un chauffage par biomasse solide. D'accord. C'est pour ça que l'investissement, nous, on ne l'a pas eu à faire. On l'a Mhm. eu plutôt dans l'achat du projet. Mhm. Mhm. D'accord. Euh, ok. Alors, sur une autre question moi, que j'ai notée, donc là, ça concernera plutôt Thomas. Une personne voulait revenir sur les critères techniques pour remplir. Quels critères techniques faut-il remplir pour mettre en œuvre ce type d'installation? En fait, le principal, c'est la place. C'est la place. Nous, il y a beaucoup de projets où tous les astres étaient alignés, où on était. Enfin voilà, il y avait une vraie volonté de la part de la copropriété, un accord commun collégial, ce qui est difficile à obtenir. Hein. Ça fait partie de nos freins à nous. Enfin, voilà, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais, Mhm. et donc, sur bon nombre de projets, tout était aligné, sauf que on ne trouvait pas la place. Alors, c'est pas forcément la place qui manque en chaufferie. Alors, on a besoin d'un petit peu plus d'espace en chaufferie biomasse par rapport à une chaufferie gaz, mais c'est surtout l'espace de stockage du combustible. Euh, donc, c'est un espace qui doit être attenant à la chaufferie. Et, euh, et quand on est sur du gaz, y a pas, cet espace-là, il est pas dimensionné, quoi, Il parce n'est que pas prévu au départ, il quoi. n'est pas prévu au départ. Alors, Mhm. il y a des cas de figure où voilà, le local poubelle, il est 2 fois trop grand, donc on peut l'utiliser en partie, et puis tant pis, on va se serrer un peu dans la chaufferie, donc on peut bricoler, mais le plus gros, enfin, à part ça, il n'y a pas trop de, il y a pas trop de contraintes, quoi. Enfin,
c'est la place et c'est l'accès en voirie. Mais ça va. L'accès pour la livraison, ça va plus nous dire quel type de biomasse on va travailler sur place plutôt que si on peut ou pas travailler. La plupart du temps, on, on sait acheminer un camion. Alors, on en prend des plus petits si la route est plus petite, mais on sait ravitailler une chaufferie. Et il y a des cas de figure où on crée carrément une voirie pour rendre le projet faisable. Après, bon, ça a un coût et c'est à mettre dans l'équilibre financier, quoi. D'accord. La durée de vie de ce type d'installation, donc je crois que vous y avez répondu tout à l'heure, c'est 30 ans, c'est ça? Oui, 20 à 30 ans. Ouais. Ça peut même aller au-delà quand on a vraiment un super entretien dès le début et que surtout on travaille avec un combustible de super bonne qualité. D'accord. Donc, Euh, ce qui est quand même un sacré avantage, parce que généralement, sur des chaufferies classiques, on est plutôt aux alentours de 20 ans, quoi, grand maximum. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Bien de 10 ans à ouais, peu près. ouais, effectivement, effectivement. Alors, ouais, il y a d'anciennes chaufferies qui ont 50 ans et qui tournent encore, mais parce que c'était de la fabrication ancienne et que c'était super robuste et il n'y a pas forcément besoin de la remplacer. Mais effectivement, sur les projets récents, l'ordre de grandeur, c'est 15-20 ans. Ouais. ouais. Donc 15-20 ans, et en parallèle, on a 30 ans, voire plus. Si on prend en compte, en plus de ça, le coût de l'énergie, donc on estime globalement que l'énergie prend 5% chaque année. On peut se dire que non seulement on peut avoir une installation donc, durable, mais en plus avec un coût de l'énergie maîtrisé, contrairement à d'autres énergies fossiles où leur prix justement est sujet à augmentation régulière depuis ces 10 dernières années. Ah oui, tout à fait. Dès qu'on se projette un peu, on voit un intérêt économique à passer en biomasse assez direct, hein. Ce qu'il y a, c'est que on est habitué dans nos vies voilà, à raisonner pas forcément en moyen terme, mais en court terme. Et voilà, si on prend le prix du gaz, typiquement aujourd'hui, ben, il est très bas. Bon, il est en train de remonter, mais effectivement, là, pour le coup, quand on compare à l'instant T granulé et gaz, ça vaut pas le coup. Ce qu'il faut, c'est, comme vous le dites, faire l'exercice sur plusieurs années. Là, il y a un intérêt effectivement pour la planète et pour le portefeuille. Et le granulé, du coup, le granulé risque de devenir. Est-ce que Agroénergie a une visibilité justement sur la compétitivité prix du granulé bois par rapport au gaz, je ne sais pas, horizon 10 ans par exemple, ou pas? Euh, c'est euh, c'est difficile à dire. La réponse concrète, c'est non. Hmm. On n'en a pas. Par contre, ça fait plusieurs années qu'on nous met en garde sur une augmentation du prix du granulé en nous disant qu'il y aura de plus en plus de chauffage. Enfin, en tenant ce raisonnement suivant, il y a de plus en plus de maisons et puis de foyers équipés en granulé. Donc, au bout d'un moment, le cours va flamber. Et en fait, on se rend compte qu'il ne flambe pas tant que ça et qu'il n'y a toujours pas d'augmentation si importante puisqu'il y a aussi de plus en plus de fournisseurs et de producteurs de granulés. Il y a 10 ans, on manquait terriblement de producteurs de granulés. Aujourd'hui, on en manque de moins en moins. Et, euh, et donc, ça permet d'être relativement serein par rapport à la ressource, d'autant qu'en France, alors tout n'est pas rose hein, en termes de gestion forestière, mais on a quand même la chance d'être dans un pays où on a des forêts qui grandissent année après année, quoi. La forêt française croît de 0,3% par an. Euh, donc, par rapport à, là encore, une ressource fossile dont on sait qu'elle est finie, on ne peut pas planter du gaz ou du fioul comme on plante des arbres, on est quand même relativement serein. Ça ne veut pas dire que sur une fenêtre de temps relativement réduite, il n'y aura pas une explosion du prix du granulé parce que on ne sait pas pourquoi.
un critère qu'on n'aura pas su venir ou pas su maîtriser. Mais globalement, il y a plus de raisons d'être serein sur la stabilité du prix de la biomasse que sur d'autres énergies. D'accord. Très bien. Alors, sur une autre question qui m'avait été soulevée voilà, que je souhaitais balayer là sur notre webinaire. Donc, on me posait la question, vous avez parlé d'aide dédiée à la biomasse. Quelles sont les conditions pour en bénéficier? Au niveau régional, je pense qu'Agroénergie est davantage expert que moi là-dessus. Moi, ce que je peux dire au niveau des aides locales ou nationales, de manière générale, c'est que on a des conditions, enfin, les aides à la copropriété sont généralement des aides qui sont mises en place pour favoriser la réalisation de bouquets de travaux. Généralement, on retrouve des conditions de gain énergétique qui sont de l'ordre de 35% pour les travaux qui sont envisagés. Et donc, la rénovation d'une chaufferie par un système de biomasse peut très facilement s'intégrer dans une rénovation globale. Et par ailleurs, l'incorporer dans ce type de projet peut vous permettre d'aller chercher de la subvention supplémentaire par rapport en complément de ce que Thomas mettait en avant sur les aides régionales. Donc voilà, on peut avoir une complémentarité des aides qui peuvent s'inscrire dans un projet de rénovation globale et qui peuvent de fait venir, je dirais, amortir un peu le coût d'installation de ce type de système qui, à première vue, peut coûter un peu plus cher, mais de l'autre côté, on peut arriver à obtenir, on peut aller chercher des aides supplémentaires et c'est là que ça devient intéressant. Donc, on peut arriver du coup à avoir un plan d'amortissement qui soit davantage bénéfique pour la copropriété. Au niveau justement de ces aides en Essonne, on a ce qu'on appelle la prime écologie du 91 qui a été mis en place en avril 2019 par le conseil départemental du 91 et qui, pour la mise en place de tout système de chauffage à la biomasse, permet, en plus d'une aide socle de l'ordre de 1 800 euros par logement, permet d'octroyer un bonus supplémentaire par logement, toujours, de 500 euros si on a recours à un chauffage biomasse, et un autre bonus de 500 euros si notre équipement de chauffage initial était au fioul. Donc voilà, à garder en tête que initialement, on peut avoir des aides et des bonus supplémentaires voilà, en guise pour avoir été vertueux, tout simplement. Est-ce que Thomas, vous aviez quelque chose à rajouter là-dessus sur les aides régionales ou... Oui, alors simplement mettre en avant le fait que ces aides-là, voilà, elles sont assez systématiques. Alors nous, c'est vraiment des aides concentrées sur la biomasse. Et alors, effectivement, il y a des critères. Les critères, c'est des performances des équipements, donc des rendements des chaudières, des seuils d'émissions de rejet de fumée, etc. Bon, mais, il n'y a pas de notion de gain énergétique comme on peut le retrouver dans les aides, je dirais, classiques, traditionnelles pour la copropriété. Non. C'est Voilà. vraiment, Donc il faut ça qu'il peut y ait un être un gain avantage carbone. aussi. Ouais. D'accord, très bien. Ok, bon, là, je vois qu'il est quasiment 19h10. Bon, on a pu balayer pas mal de points. Moi, je vais terminer rapidement en faisant la petite promotion de nos prochains événements. Alors d'abord, oui, effectivement, pour ceux qui s'intéresseraient justement, qui souhaiteraient monter en compétence sur la rénovation globale, on a la possibilité de s'inscrire sur des formations en ligne gratuites, je précise. Donc, l'une d'entre elles, c'est le MOOC RénocoPro, dont la session démarre aujourd'hui même. Le MOOC RénocoPro vous permet justement
de comprendre les différentes étapes qui permettent de mener avec succès un projet de rénovation globale au sein de votre copropriété. Et vous avez également la possibilité, donc, dans ces présentations que nous allons vous envoyer, vous aurez la possibilité de télécharger un guide sur comment mettre au vote des travaux de rénovation globale, ainsi que tout savoir sur la rénovation de votre copropriété. Et puis, pour terminer, si ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube, sur laquelle vous le retrouverez. Vous pourrez le voir, le revoir, laisser des commentaires, nous poser des questions, on y répondra. Les contacts de Monsieur Dos Santos sont dans la présentation. Auquel cas, vous pourrez passer par moi pour toute demande d'informations complémentaires sur votre projet. Et puis, pour terminer, vous dire que vous donnez rendez-vous justement le 22 avril prochain où on s'attardera cette fois-ci sur l'évolution des aides financières. Donc, de manière générale, MaPrimeRénov' copropriété en l'occurrence, qui fait pas mal débat et qui, justement, on a pas mal de copropriétaires qui étaient demandeurs de ce type d'informations. Donc voilà, pour tout savoir sur le nouveau dispositif MaPrimeRénov', plus les autres aides type coup de pouce, on vous donne rendez-vous le 22 avril prochain à 18h. Et puis, dans le 19 mai, donc un mois plus tard, à 18h toujours, on aura un autre webinaire où on s'intéressera un peu plus sur le rôle, la mission de l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui vous accompagne justement sur toute la partie montage des dossiers de financement et sur un rôle aussi social et technique. Voilà, donc on fera un peu le tour de ce métier. Donc l'AMO qui est par ailleurs qui a un rôle essentiel aussi dans l'accompagnement des copropriétés. Je tiens à remercier Thomas et Alain Duflo pour votre participation. Merci pour cette présentation également qui était très claire. Et puis, et merci surtout d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Avec plaisir. Merci pour l'organisation du webinaire. Et puis ouais, on espère que ça a été très clair. Merci, Monsieur Duflo. Moi, pareil, j'étais ravi de participer. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous les deux, aux participants également. Et puis, je vous dis à très bientôt. Super. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Hop.